Adobe a présenté plein de nouveautés pour ses applications de création graphique et c'est propulsé évidemment énormément à l'intelligence artificielle. On va pas parler que de ça, évidemment, quand même pas mal dans cet épisode. On va parler, on va parler de comment vous pourriez vous faire de l'argent en mangeant des nouilles. Voilà un moyen de vous laisser écouter l'épisode jusqu'au bout, de vous inciter à écouter l'épisode jusqu'au bout. Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes en octobre 2024 et c'est l'épisode 384. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le conducteur, le responsable. Je retrouve pas le conducteur, je le retrouve forcément pour chaque épisode, le conducteur, mais je retrouve, et c'est encore mieux, le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Foggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va, non mais je veux bien conduire là un petit bout, hein, c'est pas grave. Je prends la place du mort, t'en fais pas. Et voilà, à propos de mort, le rhume, ça va mieux Guillaume ? Ouais, bah je tousse encore un peu, mais ouais, non, ça va aller. Très bien. Écoute, je suis dans une période extrêmement cosy, moi là, l'automne, les feuilles qui prennent leur couleur, le froid qui arrive, mais pas trop non plus. Les chatons sont toujours là, hein, ils sont pas partis, il y a encore un petit peu de temps de sevrage. Et alors, signe des temps incroyables, j'ai même fait ce week-end, j'ai fait ma première croziflette. Est-ce que tu aimes la croziflette, Guillaume ? La croziflette, c'est quoi ? C'est une tartiflette avec des pâtes ? C'est en gros comme une tartiflette, mais avec des creusets. Tu sais, les espèces de trucs creusés au sarrasin. Des petits carrés, un peu comme des pâtes. Ça cuit pendant 20 minutes, c'est interminable. Mais alors, par contre, tu les mets en gratin avec crème et reblochon. C'était trop léger la tartiflette. Mettons des pâtes dessus. Les enfants adorent. Allez, merci en tout cas beaucoup de nous retrouver pour cet épisode et merci beaucoup à vous qui acceptez de nous soutenir financièrement sur Patreon. Merci infiniment en particulier à Serank qui a choisi de s'abonner sur patreon.com/techcafé. Tech Café, c'est un podcast totalement gratuit, financé par ses auditeurs. C'est probablement une des fonctionnalités que je trouve parmi les plus vertueuses des médias indépendants, désormais, les plateformes type Patreon. Vous avez deux possibilités quand vous allez sur patreon.com/techcafé. Soit vous n'avez pas de compte et vous pouvez vous en créer un en quelques clics et évidemment soutenir Tech Café. Vous profitez en échange d'un accès pour écouter le podcast dans votre application de podcast habituelle sans la pub, c'est canon. Et puis, si vous avez déjà un compte sur Patreon, franchement, je me demande comment vous pouvez écouter ce message, cet épisode, ce message d'incitation à nous soutenir sur Patreon et ne pas déjà nous soutenir si vous avez un compte Patreon. Et puis, par contre, si vous avez déjà un compte Patreon et que vous nous soutenez, vous pouvez même aller encore plus loin et soutenir plein d'autres créateurs de contenu. J'ai fait une sélection sur la page de Tech Café sur Patreon. Je vous invite à aller voir. En fait, juste pour dire, je suis à peu près certain que comme 100% des gens connectés aujourd'hui, vous avez un abonnement à un service et vous savez pas, vous l'utilisez pas vraiment, une plateforme de streaming que vous n'utilisez pas totalement ou une app dont vous profitez pas vraiment de la version premium. Je ne peux que vous inviter à débloquer l'accès premium à Tech Café dès maintenant à la place de cette dépense pas très très utile, patreon.com/techcafé. Lancez votre navigateur pendant que vous écoutez cet épisode. Le lien est dans les notes de l'épisode. Un message de Bémoloc parmi les soutiens Patreon, justement, qui a bien retenu qu'on a fait de la promo pour les créations de Delta Coche et qui, du coup, lui, me demandait s'il pouvait mettre en avant quelque chose. Alors, il répond à l'appel que j'ai fait dans le précédent épisode. Il dit « J'ai un ami d'enfance, donc un pote de jeux de rôle et de jeux de société, qui a développé un petit jeu sympa, mais uniquement sur iOS. » Car il ne connaît que le dev natif sur cette plateforme. Du coup, je me suis mis au dev mobile avec React Native, vu que je fais du React au boulot. Et il dit qu'il va faire le portage sur Android pour enfin pouvoir y jouer sur son téléphone. Je vous mettrai le lien vers l'application iOS. Ça s'appelle Enigma. C'est des défis avec des chiffres. Vous avez 3 roulettes avec un certain nombre de conditions et vous devez relever les défis. Je vous mettrai donc le lien dans les notes de l'épisode si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Et il précise, c'est pas prévu d'être mon gagne-pain, j'ai un vrai boulot, dit-il. Tant pis pour vous si vous êtes développeur. Mais il dit, si ça décolle et que je peux payer un week-end à ma femme, elle me lâchera quand je reste tard à coder. Il dit, pour le moment, il n'y a pas tellement d'avis, même en recherchant l'application par son nom sur l'App Store. Donc faites-moi plaisir. Allez tous tester cette application que Bémoloc va décliner sur Android. Je trouve ça chouette qu'on soit à une époque, Guillaume, où on peut effectivement créer des jeux,
les adapter éventuellement, et puis que ce soit presque une finalité en soi, tu vois, d'arriver à apprendre le développement comme ça d'applications mobiles et de mettre à disposition des petits jeux, des petites applications. C'est vraiment une belle époque. Au passage, Bémologue, c'est aussi lui qui a laissé un avis sur Podcast Addict. La boucle est bouclée. Il dit super podcast sur la forme comme sur le fond, idéal pour se tenir informé sur la tech. Et je cite toujours, vous le savez maintenant, des avis sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Et je vous invite à le faire, vous aussi, si ce n'est pas déjà fait. Alors pourquoi je le fais ? Ouais, je voudrais vous mettre dans une situation, admettons. Vous voulez aller manger une pizza. Vous avez envie, là, subitement d'une pizza, pas d'une croziflette, mais d'une pizza. Et vous allez manger. Est-ce que vous allez plutôt manger une pizza dans un resto qui a 4 étoiles de moyenne et 5 avis, ou la pizzeria qui a 5 étoiles et 300 avis ? Ah, évidemment, bah oui, vous allez là où il y a le plus d'avis et le plus d'étoiles. Et qui c'est qui dépose des étoiles ? Ce sont les consommateurs satisfaits. Non pas que je vous considère comme étant de vulgaires consommateurs de pizzeria, quoique, est-ce si mal que ça ? Mais en tout cas, je vous incite, vous aussi, à faire comme dans une bonne pizza et déposer 5 étoiles pour Tech Café dans Apple Podcast ou sur Podcast Addict. Guillaume, courrier des lecteurs, on a quelques petites interactions avec des auditeurs, et en particulier Steven 40K, qui nous fait une remarque, une correction. On aime bien ces retours qui nous permettent de garantir le fait qu'on raconte pas de bêtises et qu'on est scruté un petit peu dans ce qu'on raconte. C'est au sujet d'AlphaFold, c'est ça, Guillaume ? Oui, Steven 40K, 40 000 comme Warhammer. Il Ouais, souligne probablement. qu'AlphaFold n'est pas prévu pour plier n'importe quelle molécule, en fait, donc pas n'importe quelle grosse molécule, mais uniquement les protéines. C'est vraiment fait pour faire des protéines, hein, et donc c'est vrai que c'est les protéines dont la forme en 3D donne leur fonction, ça peut être évidemment super varié. Et quand on maîtrise la forme, effectivement, on prévoit la fonction, et c'est ça qui permet justement de faire des médicaments ou de faire des trucs en biologie, quoi. Voilà, donc il voulait revenir là-dessus, effectivement. Bon, voilà, AlphaFold est spécialisé dans les protéines. Et on avait un autre une autre question de Grémy que tu m'as fait parvenir. Oui. Qui était une question plus technique, on va dire, plus appliquée, puisque lui, il veut exécuter des chatbots en local sur Mac. Et c'est vrai que les Mac modernes sont particulièrement adaptés pour ça, parce qu'ils ont une énorme bande passante mémoire, hein, et pour les modèles haut de gamme, il y a une grosse puissance de calcul aussi. Alors moi j'ai pas de Mac, donc j'ai pas pu tester ça, et raison pour laquelle j'en parle très peu dans les épisodes dédiés, mais il y a néanmoins une nouveauté ces derniers jours. Il y a LM Studio, qui est un des logiciels les plus simples pour commencer à s'amuser avec les IA locales, qui va supporter le MLX, ou qui supporte déjà d'ailleurs le MLX, et en plus du GGUF. Alors qu'est-ce que tout ça ? MLX, c'est la plateforme de deep learning d'Apple, donc c'est un petit peu une sorte de TensorFlow ou de Torch, hein, qui est spécifique Mac, et donc optimisé pour le matos d'Apple. GGUF, au contraire, c'est un format qui est universel et libre, hein, qu'on peut utiliser pour compresser et utiliser des modèles absolument partout, y compris sur Mac aussi. Puisqu'il s'avère d'ailleurs que son créateur, Grégory Gerganov, il code sur Mac, de toute façon de base. Donc c'est vrai que voilà, il y a vraiment partout. MLX, en l'état actuel des choses, c'est un peu plus rapide que GGUF. Alors c'est pas le jour et la nuit, mais on peut gagner un petit peu de performance par rapport à un équivalent GGUF, donc en utilisant ce format-là, qui conserve néanmoins l'avantage de la flexibilité, parce qu'avec GGUF, on peut choisir précisément le niveau de compression des IA, on peut les compresser comme des images, quoi. C'est comme si vous aviez un JPEG, que vous compressez à 70, 80 ou 50%, quoi, et puis c'est un petit peu la même chose, c'est destructif aussi d'ailleurs, c'est un peu pareil. Et donc vous pouvez, avec le GGUF, régler ça de manière assez fine, alors que le MLX supporte que 3 tailles pour l'instant, 16, 8 et 4 bits. Alors, j'ai pas testé encore une fois, je suis allé voir un peu sur Reddit quand les gens qui avaient pu tester ça, on peut pouvoir passer des gains entre 10 et 20% selon les tailles, et à supposer que ce soit vraiment entre niveaux de compression équivalents, quoi. Donc oui, ça peut être intéressant quand même. Et puis, pour terminer ce courrier des lecteurs, une remarque d'un autre Guillaume, me semble-t-il, immigré au Japon, qui nous a fait un embryon de piste de compréhension, mais on n'a pas tous les détails. Donc, c'est un moyen aussi pour nous, là, de dire qu'on a vu ton retour dans Discord, mais qu'on serait preneur d'avoir encore quelques petits détails. Il disait « Le réveil Nintendo qui calcule si vous êtes levé est orienté vers le marché japonais où les problèmes d'enfants qui n'arrivent pas à se lever et aller en cours a priori, c'est un phénomène massif, géré mais pas efficacement par le monde médical. Les Japonais vont se ruer dessus, je suis sûr. Donc, comme son nom l'indique, il habite lui au Japon, donc je suis tout à fait disposé à lui faire confiance. Mais c'est vrai qu'en parlant avec Guillaume me disait mais en gros, pourquoi est-ce qu'il y a un problème d'enfants qui n'arrivent pas à se lever et aller en cours ? Enfin, comment ça se fait qu'il y a ce phénomène-là ? Et donc, on est preneur si tu peux nous apporter des éléments d'éclairage pour bien comprendre. Moi, j'aime bien le réveil Nintendo, mais je pense que je suis à peu près le seul là en Europe. Donc, aide-moi, s'il te plaît,
à justifier la raison d'être de ce produit, même si je ne suis pas japonais ou même si je n'ai pas d'enfant qui a du mal à se lever. Quoique, tiens, quand j'y pense maintenant, c'est peut-être que ça pourrait leur servir eux aussi. Allez, sans autre forme de procès, vous l'avez entendu en intro, on va parler. Donc j'en suis désolé, à chaque fois je dis Adobe, je ne sais pas s'il faut dire Adobe, Adobe, ne m'en voulez pas, j'ai choisi de dire Adobe, mais vous savez, c'est l'entreprise qui est derrière Photoshop, Illustrator, InDesign. Et évidemment, ça, c'est les logiciels les plus emblématiques. Il y a énormément d'applicatifs derrière dédiés à la création graphique et ils ont fait leurs annonces un peu annuelles. Hein. C'est les conférences annuelles, Guillaume. Oui, bah, c'était pas possible de passer à côté avec tous les générateurs aussi qu'on a vu sortir ces derniers temps. Adobe, donc, on va dire Adobe, allez. Adobe ne pouvait pas faire sans, il vient de montrer son nouveau générateur vidéo, hein, la conférence donc Adobe Max, qui a 2 volets, on va dire. Donc le premier volet de ce générateur, c'est un peu comme la concurrence, hein, la génération de vidéo à partir de texte, avec un modèle qui est sobrement nommé Firefly Video, et qui est actuellement accessible via une liste d'attente. Alors ça vaut quoi, Firefly Video? Bah c'est ok, voilà, ça existe, mais c'est pas non plus foufou. Si on avait vu ça il y a 6 mois, on aurait sans doute été bluffé. Si c'était sorti avant Sora, avant Kling, avant Runway Gen 3, avant les modèles de Google et de Meta, ça aurait été on aurait été sur le cul. Voilà, ça c'est forcé. Mais là, forcément, c'est on relativise quoi. Donc là, il y a 6 mois, on aurait mis de côté beaucoup de choses. On aurait mis de côté le fait que c'est du 720p et que c'est que 5 secondes. Et que même sur les vidéos de démo sur le site, qui ont certainement été soigneusement sélectionnées, on voit des soucis de cohérence un poil trop faciles à repérer. Parce qu'il est mignon ce poulpe qui prend un thé, mais ses tentacules, elles se mélangent un petit peu les unes aux autres. Voilà, on voit les lumières floutées. Mais il y a des lumières floutées par la profondeur de champ qui est assez avantageuse d'ailleurs, qui est à l'arrière, mais le truc c'est qu'elle bouge pas de manière qui est synchronisée avec la caméra, quoi. La caméra bouge, et il y a certaines lumières qui bougent, et d'autres pas, on sait pas trop pourquoi. Bon, il y a une autre avec un papillon. Il est choupi ce poulpe, c'est juste il est quand même très mignon. Il est très mignon, non, mais il est très mignon, il est très mignon, il bouge bizarrement. Il est en couverture de l'épisode. Et il y en a une autre avec un papillon, photoréaliste pour le coup, qui se pose sur une fleur, c'est vrai que c'est pas trop mal. Mais bon, le problème c'est qu'il y a d'autres papillons en vol, et tout autour là, il y a des papillons qui volettent un petit peu, c'est un peu flou, là encore il y a une profondeur de champ. Mais ces papillons, ils se métamorphosent en oiseaux de temps en temps, ils se volatilisent, bon voilà, donc... Alors, tous les générateurs vidéo ont des soucis de ce genre, hein, c'est vrai, mais bon, là, c'est Adobe, quand même, c'est une référence. Et puis, ils arrivent un peu après tout le monde, donc on est bien obligé de comparer, et puis du coup, on n'est pas si impressionné que ça. Alors, Et puis, c'est des vidéos qu'ils ont choisies quand même. Enfin, finalement, ils auraient c'est ça le truc, effectivement. Tu te dis, si ça, c'est vraiment le meilleur du meilleur... La crème de la crème. Bon, on sait pas trop, quoi, on attend de voir. Firefly Video a un pendant qui est plus utilitaire, qui est intégré dans la bêta de Premiere Pro, hein, et qui permet d'étendre légèrement un clip vidéo existant. Alors, le clip doit faire plus de 3 secondes. Là encore, c'est du 720p ou du 1080p en 16 neuvième. On est forcé toujours de rester proche des valeurs nominales du modèle. Hein. D'ailleurs, 720p pour un pro de la vidéo en 2024, c'est vrai que ça fait un petit peu léger. Alors le Generative Extend, qui permet de rajouter quelques secondes à un clip, peut effectivement boucher un trou, faire une transition, ce que vous voulez. Alors j'ai pas encore vu de démo autre que celle d'Adobe, parce que la fonction était techniquement là, mais elle est souvent indisponible, alors surcharge de serveur ou on sait pas trop. Donc la fonction s'occupe aussi de la piste sonore, ça c'est quand même un bon point. Du moment qu'il n'y a ni dialogue ni musique, vous aurez une ambiance sonore qui va correspondre, on va dire, avec le reste de la vidéo. Après, il y a aussi une fonction de Image to Video qui permet de recréer diverses versions d'un clip. Hein, voilà, donc on a par exemple une main gantée qui allume ce qui ressemble à un gros switch internet, on va dire, avec un gros interrupteur. Et en dessous, on a un exemple de génération à partir de la première image. Donc on a aussi une main, mais cette fois, elle n'agit pas sur l'interrupteur, par exemple, elle débranche un câble. Et là encore, c'est pas si mal, mais il y a encore des petits problèmes. Par exemple, les câbles à côté, ils bougent tout seuls. Donc le mec, il débranche le câble, et puis les trucs, ils bougent tout seuls après. Enfin, il n'y a aucune raison, quoi, tu vois. Donc, ça le câble se dédouble quand il le retire, et puis derrière, ça bougeote, sans raison. C'est bon, voilà, c'est pas foufou, parce que bon, c'est quand même les démos, hein, voilà, encore une fois, c'est ce qu'on voit dans la presse et tout. Firefly Video, comme son collègue pour les images, hein, a été entraîné uniquement sur du contenu éthique. Alors voilà, donc c'est légalement inattaquable. C'est du contenu qu'Adobe a le droit d'utiliser, qui est pas du tout, c'est pas du tout clair pour les autres générateurs. On se souvient de l'embarras de Mira Murati, hein. Quand on lui a demandé quel contenu est utilisé pour Sora, la doc technique, qui était pourtant assez complète, hein, de Meta, donne pas d'infos précises sur les données utilisées non plus. Quant aux chinois de Kling ou Minimax, bon, on se fait pas trop d'illusions, hein. Adobe fait néanmoins son entrée dans le jeu de la vidéo générative, hein, et alors il n'y a pas de quoi se rouler par terre. Mais il y aura évidemment des itérations rapides de ce modèle, hein, comme d'ailleurs du Firefly pour les images, hein, et qui va passer d'ailleurs à sa version 4. Et avec le poids d'Adobe, on continue vraiment la normalisation, la banalisation presque, hein, de tous les outils génératifs.
Ouais, ce qui est intéressant dans les propositions d'Adobe, finalement, allez, je soutiens. Ok, je mets Adobe aussi dans mes propos plutôt que Adobe. C'est pas tant effectivement le côté bluffant des prouesses graphiques, parce que comme tu l'as dit, maintenant on est un peu blasé, quoi. On en a vu des modèles qui nous font de la vidéo de manière extrêmement bluffante. En plus, c'est de la sélection, donc tu te dis qu'effectivement, ça peut être bien pire. Par contre, ils sont très bons quand même parce que ils arrivent d'une part à rendre ça accessible à des utilisateurs d'interface graphique, sans avoir à aller faire des requêtes sur des outils qui sont un peu obscurs. Enfin, c'est l'interface qu'on a l'habitude de connaître qui permet de faire de la création graphique. Et surtout, ils arrivent à convaincre, et tu as mis évidemment le doigt sur, à mon sens, un élément qui est central, les problèmes de droit, quoi. C'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui qui sont équipées de licences de la suite Adobe, ben, n'ont pas trop de questions à se poser sur la légitimité sur le plan légal d'utiliser ces outils pour générer de la vidéo, que ce soit pour des tout petits morceaux, pour compléter les productions qui sont réalisées déjà actuellement, ou pour même bah, développer encore plus de contenu en vidéo. Donc, bah, c'est normal qu'ils aillent sur ce terrain-là. Comme tu le dis, compte tenu de cette place privilégiée, et ils pourraient faire peut-être un peu mieux, mais allez, ça va s'améliorer. Et puis, Adobe, il ne présente pas que des solutions et des outils prêts à utiliser, à être presque clés en main. Ils sont aussi habitués chaque année à nous présenter des petits projets en mode dev, quoi. Ils nous font rentrer dans les coulisses de ce qu'ils sont en train de développer. Alors là, du coup, on peut mettre de côté l'avantage de l'interface graphique léchée. On est plus sur des interfaces obscures parce que c'est tout simplement des démos techniques. Et là, c'est les sneaks, Guillaume, tu en as sélectionné. Ouais, c'est aussi intéressant que les fonctions officielles, hein, et qui arriveront d'ailleurs probablement bientôt dans le Creative Cloud en partie. On a toujours d'ailleurs dans Adobe Max les sneaks, donc c'est des petits coups d'œil à des technologies impressionnantes, hein. C'est de la recherche, hein, qui aboutira à des fonctions intégrées ou pas, mais bon, ça arrive assez fréquemment. Un de ces outils moins flashy que la génération vidéo brute et qui pourtant fait super envie, c'est un truc qui s'appelle Project Clean Machine. Donc c'est un modèle qui serait capable de nettoyer vos vidéos. Alors c'est nettoyer les vidéos de soucis qui sont vraiment très courants, comme des reflets indésirables, les surexpositions dues au flash, ou pendant un feu d'artifice, hein, les reflets dans l'objectif aussi. Alors je mentionne les feux d'artifice parce que c'est un des exemples montrés. Il y a un couple filmé pendant son mariage qui est en contre-plongée comme ça, avec un feu d'artifice en fond. Et évidemment, quand les fusées explosent, ça fait varier la lumière et l'image est surexposée régulièrement. Donc Project Clean Machine prend ce clip, il va le digérer, il te ressort exactement la même chose, mais avec une lumière constante sur le couple. Donc ils font la même chose, hein, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de mouvement bizarre. Ils sont exposés correctement. Quoi qu'il se passe derrière, ils sont exposés correctement, ils continuent à discuter, etc. Autre exemple encore plus impressionnant presque, hein, il y a un gars qui est sans doute très célèbre, qui se fait mitrailler par des journalistes, on a des flashs constamment. Et donc il est jamais éclairé correctement, le gars, il prend toute l'image, hein, vraiment, c'est vraiment lui qui est dans toute l'image, et pareil, après traitement, tous les flashs ont disparu, il n'y a plus aucun effet de bande, aussi les effets de rolling shutter, là, qui fait que le flash se traduit par des bandes de lumière qui parcourent le sujet. Donc, c'est pas juste qu'il y a des images dans la vidéo à calibrer qui sont surexposées ou quoi que ce soit, là, c'est vraiment toutes les images ou presque qui ont des zones sombres et des zones claires qui bougent. Donc, il a vraiment tout régénéré, quoi. Donc, avec cet autre exemple aussi, il y a un autre exemple où il y a un mec, il y a quelqu'un qui passe, une silhouette comme ça, noire, qui passe carrément devant la caméra, alors qu'elle filme un paysage comme ça, et donc il y a une occultation complète de la scène. Hein, photobombing. Complètement. Et donc ça passe comme ça devant, l'algo, il fait en sorte de nettoyer le clip comme si personne n'avait été là. Donc c'est vraiment une techno impressionnante qui peut s'avérer clairement utile. Et bon, ça fait partie des sneaks. Alors il y en avait d'autres, hein, peut-être un peu moins, disons, impressionnants, puisque par exemple on avait Project Scenic, qui est plus classique, hein, on génère une image avec Firefly, mais en s'appuyant sur une version simplifiée, décrite par une scène très schématique en 3D. Donc on commence par demander avec un prompt, hein, toujours, la scène qu'on veut, et là on obtient en fait une scène en 3D avec, si vous voulez par exemple, une tente avec des arbres, des chaises de camping et un feu de camp. Les objets sont fournis comme ça. Alors est-ce qu'ils sont générés, est-ce qu'ils sont pêchés dans une bibliothèque, c'est pas complètement clair. Bon, tous ces objets sont en 3D, ils sont relativement simples, vous pouvez les déplacer où vous voulez, c'est très rapide, changer l'angle de caméra, etc. Puis ensuite Firefly va vous donner une image photoréaliste qui va respecter la composition que vous aurez choisie. Alors, Ikea va se jeter dessus. Alors, oui, ils n'ont pas vraiment besoin de ça, mais c'est vrai que ouais, c'est d'autant plus que c'est rien de fabuleux. Enfin, on peut faire ça avec des contrôles net chez soi gratuitement, mais avoir un éditeur 3D tout intégré, super facile à utiliser, c'est un plus, évidemment. Il y a aussi Project Hi-Fi, qui est une sorte de... Alors, peut-être de Crea AI, je ne sais plus exactement quel est le nom de ce service qui faisait ça, c'est-à-dire, vous aviez une fonction qui vous permettait de faire un schéma grossier, genre, sous Paint, avec à grands traits, avec des taches de couleur.
vous décrivez très grossièrement le sujet que vous voulez, puis la génération se met à jour en temps réel à côté. Donc là, on a l'exemple d'une plante où on brosse à gros traits la forme la forme du pot, la forme des feuilles, etc. Et puis on a un rendu totalement réaliste, d'excellente qualité d'ailleurs, qui se met à jour instantanément à côté. Et ça, c'est intégré dans Photoshop aussi avec une belle qualité. On peut mentionner aussi Project Motion, qui est un projet avec une interface web qui... Alors donc là, effectivement, comme tu disais, c'est plus du proto. Hein, Project Motion, ça permet de prendre deux formes en format vectoriel et de les transformer l'une dans l'autre par une animation. Et c'est une animation qui n'est pas juste une interpolation des sommets ou un truc comme ça. C'est des animations qui paraissent assez naturelles, assez dynamiques, et c'est assez marrant. Il y a une fonction de transfert de style aussi. Donc une animation simple en noir et blanc, et elle peut devenir colorée façon pastel, ou alors à la gouache, ou avec divers styles. Vous pouvez changer l'arrière-plan aussi, etc. Donc c'est prometteur pour le moment. Ça, c'est vraiment un prototype, mais ça pourrait être intégré éventuellement à Illustrator ou ce genre de truc un jour. Et puis on peut continuer parce qu'il y a peut-être moi celui qui m'a le plus intéressé, alors non pas celui qui sera le plus utilisable et celui qui va se répandre le plus, mais en tout cas l'orientation de recherche est intéressante en soi, c'est Know-how. Alors c'est très dur à prononcer, hein, Guillaume. Oui, Know-how, ça s'appuie sur le CCR. Hein, en fait, bon, alors, ils ont montré... Avant, ils ont montré un truc qui s'appelle Project Blend, et qui... Project Blend, Project Perfect Blend, exactement. Encore en projet, ils sont en mode projet. Donc Perfect Blend, c'est comment faire du montage, du compositing, du montage comme ça, mais de manière extrêmement simple, et comment faire en fait des deepfakes très très facilement aussi, quoi. Donc pendant la démo, on le voit très bien. Donc il y a une femme qui était sur scène et qui a montré un petit peu comment ça marche. Donc quand tu fais du compositing, la lumière, évidemment, c'est un gros problème. En l'occurrence, là, on avait une table avec des décorations de Noël derrière, hein, et puis la démonstratrice, elle va rajouter 2 personnes et un chat, provenant de photos totalement différentes, où ils sont pas du tout éclairés pareil, et puis à chaque fois, le Project Blend, là, il va non seulement rééclairer le sujet tout seul en fonction de l'ambiance de la pièce, il va aussi projeter les bonnes ombres sur le reste de l'image, la table, il va colorer aussi la lumière, etc. Sur la table en particulier, vous voyez vraiment de l'ombre, c'est très crédible, quoi. Et bien sûr, sélectionner et délimiter les sujets, éliminer l'arrière-plan, tout ça, c'est devenu banal, hein, ça se fait complètement automatiquement, ce qui est assez fou quand on y réfléchit. Hein. Et bon, un autre exemple, c'est une photo... Oui. Vas-y, je te laisse finir de te décrire les exemples, je te dirai après. Oui, il y a une photo d'elle aussi qu'elle transfère sur une plage au coucher de soleil, et on voit bien que la couleur de la lumière et les ombres, tout ça est pris en charge automatiquement. Et donc, en quelques clics, c'est super facile de créer des photos qui n'ont jamais été prises, hein, et qui sont quand même convaincantes, et donc tous ces montages sont d'autant plus simples à faire. Alors, on les faisait avant, hein, mais on peut faire des fakes, effectivement, encore plus... qui sont plus ou moins deep, disons, mais on peut en faire de manière vraiment extrêmement simple en 3 clics, quoi. Non, vas-y, je partage ma vie avec une personne qui a une formation de graphiste. Et donc moi, je l'ai connue il y a pas mal de temps maintenant, durant ses études, et elle apprenait à faire les détourages, tu vois, à faire les petites courbes de Bézier pour les parties que tu veux découper, pour détacher, enfin vraiment faire du détourage. Et évidemment, une fois que le détourage est fait, après, c'est pas parce que tu as détouré quelque chose et que tu vas le mettre quelque part que ça va être crédible. Bien, c'est vachement plus compliqué. J'ai montré, et j'ai des graphistes aussi dans mon environnement perso, j'ai montré cette vidéo, cette démonstration de Perfect Blend. Et c'est là où tu te dis, mais invraisemblable de se dire qu'avant, c'était des heures de travail, des heures de cours pour des résultats qui étaient moins bons. Alors que là, finalement, ça se fait en quelques secondes. Et à la limite, si le résultat n'est pas très bon, tu peux ajuster les filtres, tu peux ajuster la manière dont il interprète le truc et corriger le truc. Est-ce qu'on se rend compte à quel point, d'un point de vue graphique, il y a eu une claque ? On s'en rend plus compte parce que finalement, on vit dans le monde de Photoshop, on vit dans le monde où toute image est un peu ajustée, etc. Mais là, il y a une claque. En quelques secondes, faire ce genre de choses, nous, ça nous a bluffé. Tu vois, c'est même pire que ça. Enfin, là, on vit dans le monde de Photoshop, mais là, on vit dans un monde où, sous Photoshop, tu cliques sur quelqu'un, il est segmenté, c'est-à-dire, enfin, il est détouré automatiquement, il est extrait automatiquement comme un calque sans son fond, et tout ça, c'est automatique. Et maintenant, avec Project Perfect Blend, tu le mets dans une autre photo, et les ombres s'ajustent, etc. Et ça, oui, ça, c'est clair que ça a demandé une journée, enfin, peut-être pas une journée, mais je sais pas, peut-être une demi-journée de travail à un graphiste avant, quoi. C'est du n'importe quoi. Et c'est ça aussi qui est tu vois, avant, on pouvait déjà, évidemment, faire des montages et des faux et tout ce que tu veux, et manipuler les photos. Ça demandait des heures de boulot, peut-être des jours de boulot parfois. Là, ça demande quelques secondes. Et donc, c'est pour ça que cet enjeu, effectivement, se rejoint bien le project Know-how, qui donc, effectivement, lui, est une technologie d'authentification des images. Donc, ça base sur le CCR, c'est-à-dire le Content Credential, qui est une technologie
que pousse Adobe depuis quelques mois, hein, et c'est toute une chaîne, le CCR, avec des métadonnées, des signatures cryptographiques, un suivi des modifications et manifestement aussi une composante de reconnaissance d'image qui est très poussée, parce que Project Know-how serait capable de reconnaître par exemple un logo, hein, pareil, imprimé sur un mur ou sur un sac de course. Donc il n'y aurait pas de métadonnées, hein, si tu prends la photo d'un sac de course, bon ben voilà, évidemment tu peux pas savoir, puis en plus la texture du sac de course rend très improbable l'utilisation d'un watermarking ou d'une forme de stéganographie encodée dans l'image elle-même, donc on a plus probablement une sorte de Shazam pour les images. C'est-à-dire que il y a des signatures comme ça qui sont comparées avec tout ce qui est dans la chaîne de CCR, quoi, dans les bases de données de CCR. Comme une sorte de Google Lens peut-être, hein, une signature assez robuste est extraite de l'image et puis elle est comparée à la base des images protégées avec CCR. Mieux encore, ça marchera avec de la vidéo. Si on fournit à Know-how un clip extrait d'une vidéo qui est plus longue, il peut retrouver le clip originel, il peut donner les modifications qu'on lui a fait subir, et donc c'est une manière de débunker quasi automatiquement des bouts de vidéo publiés hors contexte, hein, et qui demeurent toujours une des formes d'infox les plus courantes. Donc il faudra voir quand l'outil sera vraiment disponible, pas disponible à tous, hein, s'il est aussi robuste que ça et à la hauteur des attentes qu'il vient de susciter, parce que si c'est le cas, évidemment, ça pourrait être un outil extrêmement utile pour authentifier le contenu, un truc qui va devenir de plus en plus crucial au fil des mois et des années. Un domaine qui devient même un business à part entière, hein. Alors que toutes les vidéos photos peuvent désormais être complètement artificielles, et même les vidéos temps réel, il y a des startups qui se montent justement pour concevoir des outils capables de lutter contre ça. Il y en a une qui s'appelle Reality Defender, par exemple, hein, qui est en train de mettre au point un outil capable de détecter les deepfakes en temps réel lors d'une vidéo Zoom, par exemple. Alors, je peux parler évidemment de logiciels open source, pas forcément immédiats à mettre en place, hein, comme Deep Live Cam, dont on avait déjà parlé, et qui peut, avec une seule photo, manipuler le flux de ta webcam pour te faire ressembler à n'importe qui. Et je peux aussi parler de services en ligne super grand public comme HeyGen. HeyGen aussi, on l'a probablement évoqué, mais il n'arrête pas d'évoluer aussi, et ils viennent d'annoncer la version 3.0 de ses avatars vidéo, c'est-à-dire des gens synthétiques qui peuvent parler en bougeant les lèvres, la tête, les mains, dire absolument ce que tu veux, et à partir de maintenant, vous pouvez vous aussi vous cloner directement sur le site. Tu peux créer un avatar qui a ta tête, qui a ta voix, et qui peut parler à ta place en différé ou en direct, puisqu'ils sont désormais des avatars interactifs. Ils vont coupler les avatars, un avatar avec ta tête, ta voix, peut parler à ta place parce qu'il est couplé à un modèle de langage, à un chatbot, il va répondre à ta place aux questions dans une visio. Donc tu le nourris évidemment avec tes dossiers, des échantillons de texte de toi, tes mails, ce que tu veux, et hop, il va remplacer pendant les réunions de direction, voilà, il va répondre à ton manager qui appréciera probablement. Hein. Alors j'ai vu une vidéo de démo sur YouTube, hein, qui est à la fois super impressionnant et atroce. Je veux dire, l'avatar est photoréaliste, hein, c'est vrai, il bouge, il cligne des yeux, il utilise une voix qui est relativement naturelle, mais c'est encore assez rigide. Et surtout, quand elle répond, alors c'était une femme en l'occurrence, elle répond comme ChatGPT. C'est-à-dire, c'est plat, c'est protocolaire, on a l'impression de parler à C6PO. Et alors, C6PO avec des cheveux, hein, et avec du lag, mais voilà quoi. Donc, si j'étais patron, que mon employé envoyait ce truc à sa place, il faudrait qu'il ait quand même une sacrée bonne raison. Donc, soit il est à l'hosto, soit je le prendrais pas trop bien qu'il m'envoie son C6PO personnel, tu vois. Mais bon, tout ça pour dire que les fake vidéos vont se banaliser, quoi. Si un truc comme HeyGen les rend disponibles, voilà, ça va se banaliser très très vite. Et donc les arnaques, les infox, les manipulations aussi qui vont être à base de ce truc-là, voilà, c'est forcément. Dans les grosses boîtes, je pense qu'on doit commencer à s'inquiéter. Il y a déjà des précédents d'arnaques avec ces trucs, hein. Ça fait que commencer. Donc Reality Defender, hein, qui utilise aussi de l'IA d'ailleurs, hein, pour débusquer d'autres IA, c'est clairement, il a une carte à jouer, hein. S'il arrive à tenir le rythme, évidemment, et à rester au niveau, si tu veux, des nouveaux modèles qui ne vont pas arrêter de sortir, quoi. Quand on présente un petit peu Know-how, ça rappelle la présentation il y a un an, en octobre 2023. Adobe présentait déjà le Content Credentials, l'espèce de petit marquage CR sur des images qui ont été travaillées, générées. Et j'avoue, alors moi j'ai vu pour la première fois l'image apparaître sur un réseau social il y a quelques jours. Je me demande si c'était pas hier. J'ai fait une mise à jour de l'application mobile LinkedIn et j'ai vu une publication que j'avais déjà vue passer il y a de ça une semaine, mais je l'ai revue s'afficher dans mon fil et l'image avait subtilement changé. Donc c'est une image qui ne laisse pas de place au doute, hein. C'est une illustration, c'est pas une photo, donc il n'y a pas de volonté de faire croire que c'est une authentique image. Mais l'image est réapparue dans mon fil avec la petite mention CR sur le coin et ça m'a intrigué. Donc j'ai cliqué dessus. C'est honnêtement la première fois que je vois ce genre ce label apparaître sur mon appareil. Je ne sais pas si tu en avais déjà vu toi de ton côté.
C'est la première fois que je le vois. Et donc, quand tu cliques dessus, tu as quelques infos. Tu vois que l'application qui a été utilisée, c'est ChatGPT, certification du contenu émise par OpenAI, date d'émission de la certification du contenu 15 octobre 2024. Et quand tu cliques sur En savoir plus, tu vas sur la page qui explique un petit peu ce dispositif. Alors déjà, 2 réflexions. En un an, c'est la première fois que je le vois, alors que le progrès en termes de génération d'images et de vidéos par intelligence artificielle va beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, le temps qu'on adopte tous ces techniques-là, il va falloir encore laisser passer du temps. Il n'est pas gagné que tout le monde adopte ces technologies-là et qu'elles se répandent partout. Et puis, je sais pas, ça me paraît complètement anecdotique par rapport à la masse de contenu qui arrive. Bah, c'est toujours pareil. On avait déjà dit ça quand effectivement on avait couvert les tout débuts du content du CCR, du Content Credential. Ouais. C'est qu'effectivement, il faut que les gens le fassent, quoi. Il faut que les gens les Bah oui. intègrent parce qu'évidemment, si tu certifies pas l'image et si tu envoies pas les trucs dans la base de données, il se passe rien. C'est ça. Mais dans une certaine mesure, on avait dit aussi que si ça se généralise suffisamment et que la plupart des gros acteurs le prennent en charge, le fait qu'il n'y ait pas de CR, c'est aussi une information. Exactement. Et ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y en a pas, c'est authentique, mais bon. Vous nous suivez. Allez, on continue avec les fonctionnalités, Guillaume, pour Photoshop et Illustrator notamment. Oui, on peut terminer en douceur avec Adobe Max et en parlant de Photoshop Illustrator. Alors, de Photoshop, il y a un outil anti-distraction qui détecte tout seul les trucs sans intérêt dans une photo et vous propose de les détourer tout seul et de les virer. Alors, les trucs sans intérêt, en général, c'est vous au fond en train de boire une Red Bull alors que vous n'êtes pas du tout le sujet de la photo. Et puis sinon, ça peut être des fils électriques aussi qui défigurent une magnifique photo de la skyline de Chicago. Je sais pas si c'est Chicago, je dis Chicago comme ça. Les démos sont incroyables, les essais indépendants le sont un peu moins. Dans une vidéo YouTube de Curious Refuge, si vous voulez tout savoir, le présentateur essaye en direct cet outil anti-distraction pour virer des gens en arrière-plan. Et bon, oui, le modèle détecte bien les gens qui gênent. Et puis il veut bien compléter les trous laissés dans la photo. Mais enfin, c'est quand même pas parfait. Les murs, les montants des fenêtres sont tordus, ils sont assez aliasés. Pas fabuleux. Après, il faut reconnaître qu'on en demande beaucoup parce que les gens qui virent, en l'occurrence, occupent quand même une grande surface sur l'image. Donc c'est peut-être pas facile de s'en sortir de manière totalement transparente aussi pour l'IA. Sinon, évidemment, il y a de l'inpainting avec Firefly 3 qui est de meilleure qualité. On peut rajouter aussi, pas seulement enlever, on peut aussi rajouter des choses, ce qu'on veut dans une image. On peut aussi faire de l'outpainting, c'est-à-dire étendre une image et générer ce qui manque au bord. On peut aussi générer des images similaires, échanger le fond, etc. Mais c'est peut-être pour Illustrator, finalement, qu'ils ont montré une des fonctions les plus cool de la conférence, je trouve, qui s'appelle Project Turntable. Imaginez que vous ayez un petit personnage, un petit chevalier, par exemple, en vectoriel, sous votre Illustrator, puis vous aimeriez l'avoir sous 2 ou 3 autres angles différents pour faire des petits dessins, ou je sais pas, ce que vous voulez, des petites animations. Et normalement, évidemment, il faut tout redessiner à partir de 0, sauf qu'avec Project Turntable, il suffit de le tourner à la souris, et voilà, vous manipulez votre dessin en vectoriel, comme si c'était un modèle 3D, complet, il va tourner autour de lui, il va tourner sur lui-même, avec les couleurs, les textures, tout ça va tourner. Imaginez le temps gagné, imaginez pour les jeux vidéo aussi ce que ça peut donner pour faire des sprites. Donc pour le moment, tout ce qu'on a vu, c'est une rotation autour d'un axe vertical, et c'est tout. On ne peut pas encore le voir sous tous les angles, on va dire, mais même en l'état, c'est absolument génial pour les graphistes, j'imagine, c'est un temps gagné incroyable. C'est pas encore une fonction planifiée officiellement, ça montre où Adobe et la concurrence, probablement, ont envie d'aller. On aura toujours plus de contrôle, plus de facilité à manipuler les objets dans tous les logiciels, quel que soit le format d'origine, et on se base aussi pas mal sur la 3D, on l'a vu aussi avec Project Scenic, cette histoire effectivement d'utiliser des représentations 3D, de pouvoir transcender la 2D si tu veux, en faisant tourner, en tournant autour, etc. C'est une possibilité maintenant, c'est incroyable. J'imagine que Nintendo sera peut-être là pour le coup convaincu pour le développement des prochains Paper Mario, tu vois, ils développent que la partie 2D de Mario. On l'a dit dans les précédents épisodes, Nintendo n'est pas très friand des usages d'intelligence artificielle pour l'instant. On continue avec des projets de recherche, Guillaume, pendant qu'on parle d'IA et de vidéo. Oui, puisqu'on parle de vidéo générative et de création graphique au sens large, on peut faire une petite revue des nouveautés dans le domaine en open source. On va commencer en évoquant 2 modèles de génération vidéo, qui sont pas super impressionnants en eux-mêmes. Après avoir vu tous les autres modèles commerciaux, on ne sera pas super bluffé par exemple Dream Video 2, qui a été mis au point en partie par une équipe d'Alibaba, ou alors par Pyramid Flow, qui a été co-créé par des ex de la boîte chinoise Kuaishu, qui est désormais connu pour avoir pondu le très populaire Kling. Alors, c'est vrai qu'ils dépassent certainement pas ni Sora, ni Runway, ni Kling d'ailleurs, mais ils sont intéressants parce qu'ils apportent spécifiquement l'un et l'autre. Par exemple, Dream Video 2 apporte un contrôle assez fin des mouvements dans les vidéos, donc on peut entourer un sujet avec une espèce de boîte,
Et puis après, on peut déplacer la boîte pour dire comment on veut que le sujet bouge, où est-ce qu'il doit aller, etc., s'il doit faire des allers-retours. On peut aussi redimensionner la boîte et le sujet sera confiné dedans. Donc, donc soit il y aura un zoom, soit le mouvement du sujet va s'y adapter pour rester dans la taille de la boîte que vous avez donnée. On peut se donner un sujet de référence avec une image, alors c'est pas être un poisson, un cadran en plastique, et puis c'est ce cadran en plastique-là et pas un autre qui sera vraiment intégré dans la vidéo générée. On voit bien qu'il y a une vraie consistance, on va dire, une vraie cohérence du sujet. La qualité n'est pas aussi impressionnante qu'un MovieGen de chez Meta, mais c'est un modèle qui est plus modeste, qui n'a pas été entraîné avec énormément de moyens, et donc peut-être le code sera disponible, a priori, c'est pour bientôt. Ça montre que des fonctions avancées qu'on peut trouver en partie chez Runway Gen 3, où on a aussi la possibilité de tracer un trait, en tout cas pour donner une impulsion au mouvement, ces trucs sont aussi accessibles à terme à des modèles ouverts qui pourraient arriver au local, voilà, dans le grand public, sur votre PC peut-être à un moment. Et il y a Pyramid Flow qui, lui non plus, casse pas des briques, forcément. En termes de qualité brute, il va pas casser les briques. Mais il utilise des méthodes malines pour rouler à l'économie et rendre la génération vidéo plus accessible. Alors, comme c'est écrit dans le nom, Pyramid Flow, il suit une logique pyramidale. Alors, l'idée, c'est que quand on génère une image en faisant de la diffusion, voilà, on a expliqué plein de fois comment ça marchait, d'ailleurs, 100%, quasiment 100% des générateurs modernes de Stable Diffusion à DALL-E font comme ça. On part d'un bruit complètement aléatoire, qu'on débruite, c'est-à-dire en gros dans lequel on va rajouter progressivement, itération après itération, passe après passe, des détails qui seront imaginés par le modèle en fonction du prompt. Bon, dans les premières passes, sur ce bruit aléatoire, on va commencer plutôt par rajouter des détails grossiers. En fait, ce sera même plutôt des grandes lignes, des structures générales, tout ça. Une approximation très très grossière de l'image finale, d'où finalement l'idée de se dire que si on commence par générer un truc grossier, c'est pas forcément la peine de le faire en très grosse résolution. Donc si votre résolution nominale c'est 1024 par 1024 et que vous devez faire, je sais pas, 20 itérations par exemple, pour avoir une image qui se tienne, autant sur les 3 dernières, c'est sûr qu'il faut la haute résolution, sur les 3 premières itérations, ça sert pas à grand chose. Donc on va commencer par faire le débruitage, par débruiter sur une petite image, disons en 128 par 128, et puis à un moment on va l'agrandir, on va agrandir cette ébauche d'image, puis on va réintroduire un tout petit peu de bruit, et puis continuer pareil en 256 par 256, puis refaire ça encore et encore jusqu'aux étapes finales où on sera en 1024 par 1024. D'où la pyramide. C'est-à-dire qu'on part d'un petit carré comme ça, puis on agrandit progressivement le carré, donc vous avez une succession de carrés de plus en plus gros, vous avez une pyramide comme ça, avec les petites images en haut, et puis voilà, qui s'agrandissent en allant vers le bas. Et en faisant ça, forcément, on a beaucoup moins de travail que si on utilisait uniquement la pleine résolution. D'autant que le débruitage comme ça, c'est ce qui consomme le plus de ressources. Et c'est encore plus vrai quand on fait des vidéos, puisqu'on considère des blocs spatio-temporels complets, quoi. Donc on peut faire des pyramides. Alors on peut pas faire de pyramidage de la même manière complètement avec le temps qu'avec l'espace, mais on peut quand même se débrouiller quelque part. Et donc Pyramid Flow, il va essayer de rester en classe écho autant que possible, voilà, pour essayer finalement d'aller au plus rapide, quoi. Et pour un modèle qui ne fait que finalement 2 milliards de paramètres, il se débrouille pas si mal que ça en fait. Parce que le ténor de la génération open source, c'est Coq Video X qui fait 5 milliards de paramètres au maximum. Celui-là est quand même nettement plus petit, et il s'avère relativement rapide. Donc il n'est pas incroyable, mais il montre des pistes à explorer pour permettre une génération de vidéos qui pourrait être faite directement sur votre machine beaucoup plus facilement et pas sur un PC de la NASA, quoi, comme on disait à une époque. Et je conclurai... Oui, pardon, vas-y. Non, vas-y, je voulais enchaîner sur les diamants. Je conclurai très rapidement avec un petit outil vraiment rigolo qui s'appelle le FacePoke, qui est assez simple. Vous donnez une image d'un visage et ensuite à la souris, vous déplacez ce que vous voulez. La tête, les yeux, la bouche. Et vous pouvez faire sourire ou faire la gueule, ou faire la gueule à n'importe qui. Voilà, vous pouvez faire porter le regard où vous voulez, etc. Alors j'ai essayé sur GainFace, ça c'est totalement gratuit pour essayer, c'est incroyable. Alors vous manipulez le visage avec une facilité déconcertante sur n'importe quelle photo, c'est utilisable en local. Mais bon, effectivement, il y a des démos un petit peu partout, il y a un site web dédié. Alors j'ai essayé évidemment avec ma gueule. Ouais, il reproduit même les dents, qui sont pas visibles sur la photo d'origine, quand tu ouvres la bouche, tu as tes dents et tout, enfin, voilà. Même l'aspect mal rasé sur le cou, c'était très rigolo. Alors il faut bien cocher Show Face Marker, parce qu'il faut voir les éléments du visage que vous pouvez bouger ou que vous pouvez pas bouger, parce que sinon c'est assez flou. Mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Voilà, c'est hallucinant. Là encore, manipuler des photos à la souris, c'est impressionnant, quoi. Comme si le truc était en 3D. Est-ce qu'on peut le faire avec des têtes de chatons, tu crois? Je pense pas. Tu vois, moi, ça m'inquiétait un petit peu avec ton obsession. On enchaîne avec un diamant presque à l'état brut, Guillaume. Oui, vous vous souvenez sans doute de Game Engine, le moteur 3D neuronal qui simulait Doom.
Et ben voilà son successeur en quelque sorte, hein, avec les compléments de Microsoft, hein, et des universités de Genève et d'Édimbourg. C'est Diamond. Diamond qui simule toute une brouette de jeux d'ailleurs, hein, de Qbert à Counter-Strike. Diamond, ça veut dire Diffusion as a Model of Environment Dreams, donc diffusion comme un environnement de rêve. Ce qui est une manière à la fois poétique et finalement assez intuitive de le résumer, hein. Diamond rêve les jeux vidéo sur lesquels il a été entraîné, et vous jouez dans son rêve. La manière un poil plus précise de dire voilà, la manière dont ça fonctionne, ça rejoint complètement celle de Game Engine. Avec Doom, hein, à l'époque, hein, c'était, voilà, vous avez l'image d'un jeu et une commande, par exemple, je sais pas, flèche gauche, et puis le modèle va générer par diffusion, comme Stable Diffusion, l'image suivante en fonction de l'image d'avant et de votre commande, et puis on recommence, tout simplement. Le réseau de neurones ayant vu au préalable évidemment des millions d'images d'un jeu en particulier, hein, alors à la base il était spécialisé dans les jeux Atari 2600, et plus récemment, il y a des parties de Counter-Strike Go qu'ils ont essayé de lui faire manger. Et après avoir vu des milliers d'heures de jeu, le modèle peut rêver d'une session de gameplay cohérente, hein. Il peut imaginer, à partir d'une image de départ, comment le jeu pourrait se dérouler si vous avancez, si vous tournez à gauche, si vous tirez, etc. Ce qui est impressionnant, c'est que vous pouvez faire tourner Diamond sur votre PC, à condition d'avoir un bon PC de joueur quand même, hein. Mais Diamond est, comme avec Doom, la manière la moins efficace du monde de jouer à Counter-Strike ou à Karateka, puisque avec une 3090, vous pouvez jouer en basse résolution et même pas 20 images par seconde. Mais ça marche. Ce qui est fou, c'est que pour ce prix-là, vous ne jouez pas à Counter-Strike, mais à une machine rêvant de jouer à Counter-Strike. Et le simple fait qu'un jeu en 3D complexe comme ça soit simulable, grossièrement, mais enfin quand même, avec un réseau qui finalement n'est pas si gros, hein, puisqu'il rentre encore une fois sur une 3090, c'est quand même assez vertigineux. Impressionnant, impressionnant. Et puis tu vas nous reparler pour conclure cette rubrique des éclats de gaussienne, Guillaume. Oui, pour conclure cette section images, hein, les éclats de gaussienne, ça faisait longtemps. On rappelle ce que c'est, hein, c'est une manière de représenter une scène en 3D photoréaliste, on dirait vraiment une photo mais en volume, quoi, en n'utilisant aucun polygone. Mais par contre, on utilise une nuée de petites taches de forme et de couleur et de transparence bien précises. Ces taches, leur position, leurs caractéristiques sont apprises à partir de plein de photos d'une scène et on obtient une représentation qui est super réaliste et qui consomme pas trop de ressources en plus. Mais par contre qui est fixe, qui est figé. En particulier, jusqu'à maintenant, la lumière était fixe. Si vous avez une scène de votre salon en journée, vous pouvez pas l'avoir de nuit, quoi. Ouais. Alors que c'est très facile avec de la 3D traditionnelle, ce genre de truc. Et c'est pour ça que les chercheurs ont pondu un truc qui s'appelle GS3, qui est une méthode pour pouvoir contrôler l'éclairage des éclats de gaussienne comme on veut, après coup. Donc ça marche incroyablement bien sur tout type de texture. C'est-à-dire que ça marche aussi sur les surfaces brillantes, là où il y a des reflets, quoi. Sur des trucs dorés, par exemple, mais aussi sur de la fourrure, sur des poils, sur des cheveux, sur des trucs qui sont assez délicats, hein, pour la 3D standard à représenter, et qui sont plutôt bien pris en charge justement par les éclats de gaussienne. Et on a aussi les ombres portées qui se portent, qui sont projetées de manière tout à fait cohérente. Par contre, on n'a rien sans rien. Évidemment, il doit y avoir plus d'informations dans la représentation en gaussienne. Donc on est obligé en quelque sorte de rajouter des couches de gaussienne de matériaux, des gaussiennes de shading, si on veut. Donc c'est plus d'informations, plus de calculs, mais on a aussi plus de contrôle. Donc on avait couvert un petit peu l'apparition des éclats de gaussienne il y a quelques mois, peut-être un an ou deux, je sais plus. Et on avait probablement aussi couvert un peu les diverses avancées pour les animer, par exemple, pour y introduire de la physique. D'ailleurs, la nature volumique finalement des éclats de gaussienne se prête plutôt bien à de la physique, et de la physique même assez avancée. Et donc petit à petit, on commence à pouvoir manipuler ces trucs-là avec un peu de plus en plus de contrôle et à pouvoir faire des choses qui se rapprochent de la souplesse de la 3D traditionnelle. Donc petit à petit, si ça peut bouger, s'il peut y avoir une physique dessus, si on peut changer l'éclairage, etc., ça commence à devenir petit à petit une alternative crédible au polygone, et ça pourrait un jour devenir un complément au polygone, ou peut-être même un remplacement pour la 3D dans des cas particuliers où on vise vraiment le photoréalisme. Je sais que techniquement ça n'avait pas de sens, mais j'étais à deux doigts d'interpréter ça comme étant le ray tracing des éclats de gaussienne, l'avancée sur le plan des couleurs. C'est un petit peu, évidemment, c'est un petit peu le PBR en fait des éclats de gaussienne, c'est-à-dire qu'on rajoute une couche de matériaux, quoi. C'est-à-dire en fonction de l'angle, on encode comment les matériaux doivent réagir. Et c'est exactement ce que font finalement les textures dites PBR dans le truc traditionnel, où on a en fait une texture qui n'est pas une texture, mais qui est une carte de comment ça doit réagir, quoi. On va passer à la rubrique suivante. Alors, on va continuer à parler un petit peu d'intelligence artificielle, hein, ne nous en voulez pas. Mais on quitte les présentations d'Adobe et de l'image et de la vidéo. On va parler d'un sujet terriblement captivant. C'est celui d'une nouvelle source de piratage et une nouvelle faille dans le fonctionnement
des interfaces d'intelligence artificielle texte, avec, Guillaume, des caractères un peu magiques qu'on ne voit pas, mais que les chatbots arrivent à voir. Et oui, alors il faut voir que Unicode est un standard qui contient beaucoup, beaucoup, beaucoup de caractères, hein. Donc c'est le standard de caractères international, hein, qui succède à l'antique ASCII et qui est basé sur 16 bits. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir 65 536 caractères. C'est plus qu'il n'en faut. Un certain nombre d'entre eux, d'ailleurs c'est des emojis, puis il y en a d'autres qui sont non affichables et donc qui sont invisibles. Et en particulier, il y a une section d'Unicode qui est un miroir du code ASCII. C'est comme si le code ASCII avait été pris et déplacé comme ça, et il est censé être utilisé comme des tags de formatage pour le texte. Donc des choses qu'on n'affiche pas, mais qui peuvent être des signaux pour formater le texte d'une manière ou d'une autre. Des caractères qui correspondent par contre dans leur ordre aux caractères ASCII, y compris les lettres et les nombres, mais qui ne sont pas censés être affichés par les navigateurs. D'ailleurs, les navigateurs en général, ils les prennent en compte et ils les voient, mais ils ne vous les montrent pas. Reste qu'on peut transformer n'importe quel texte en texte invisible en utilisant ce miroir de l'ASCII qui est enterré comme ça dans les profondeurs de l'Unicode. Il suffit de prendre la chaîne de code ASCII de base et puis de leur ajouter un offset, tout simplement. Et puis voilà, il y a des outils très simples pour faire ça. Et, très étonnamment, les LLM, les modèles de langage, connaissent aussi le truc. Ça fait partie des machins qu'ils ont appris, on ne sait pas trop comment. Mais si tu leur demandes, les Claude et les GPT-4 savent écrire en tag Unicode. Ce qui veut dire qu'ils savent écrire à l'encre invisible. C'est-à-dire que c'est une encre qu'on ne révèle qu'avec un outil qui va décoder ces mêmes tags. Il y a un ingénieur de chez Apomni qui s'est alors amusé à faire une preuve de concept d'une attaque de Copilot qui va exfiltrer des données privées d'une manière totalement invisible. Alors le principe repose sur une injection de prompt qui va demander explicitement au modèle d'aller chercher, par exemple, un code de Slack dans les emails ou toute autre information qui soit accessible à Copilot. Et Copilot, on le rappelle, a accès à plein de données, hein. Si vous le laissez faire, il peut aller chercher dans plein de trucs, dans plein d'endroits différents. Et donc ce prompt va injecter une demande aussi d'écrire ces infos en tag Unicode, et donc de manière totalement invisible. Et puis ce tag, ce bloc de tag que vous ne voyez pas, il va être rajouté à une URL. Et cette URL, elle va aller, sur un serveur qui peut être donc un serveur pirate. Et le serveur pirate, quand il voit l'URL, il peut tout à fait très très facilement enregistrer les données qui sont rajoutées comme ça à cette URL et que vous ne voyez pas. Donc le LLM évidemment devra aussi persuader l'utilisateur de cliquer sur le lien, mais évidemment l'utilisateur lui ne verra rien de suspect puisque les caractères sont invisibles. Donc une fois cliqué, le serveur distant, il va récupérer les données transmises à l'encre invisible, puis il va les décoder tranquillement. Donc c'est une combinaison d'injection de prompt pour manipuler Copilot, de stéganographie et pour que l'exfiltration passe inaperçue, et puis aussi de phishing, un petit peu, pour effectivement faire fuiter les données. Tous les LLM ne sont pas sujets à ce truc, donc Copilot l'est, Claude aussi, Gemini l'est que partiellement, ChatGPT non. Bon, c'est encore un vecteur de vulnérabilité et une illustration aussi des mystères des LLM, parce que d'où ils ont appris les tags Unicode ? D'où ils ont appris à écrire avec des tags Unicode. Il n'y a pas tant d'exemples que ça dans leur dataset, ou alors si, dans leur dataset, il y a plein d'exemples de textes qui est uniquement écrit en tag Unicode, mais d'où ça sort ? Du coup, très inquiétant, quoi. Tu vois ? Si jamais il y a suffisamment de matériel pour qu'ils aient appris à le lire, du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de données qu'il contient, et donc c'est très effrayant, parce que si ça se trouve, c'est un peu comme, c'est l'énergie noire ? Non, je sais plus, dans l'espace. En tout cas, il nous manque un gros pourcentage, si ça se trouve, de toute l'information qui circule sur Internet. Va savoir. Bon, ça nous fait peur et en même temps, c'est presque réjouissant de voir qu'on trouve ce genre de problème parce que ça veut dire que ça va gagner en sécurité, c'est normal. On continue avec les petites innovations et les petites sorties du moment chez OpenAI, Guillaume. Oui, on parle de ChatGPT, alors continuons, d'autant qu'il a désormais une application Windows officielle. Avant, c'était que sur Mac, il y a l'un qui a une app sur Windows Store qui reproduit trait pour trait la fenêtre web de ChatGPT avec la possibilité d'appeler rapidement le chatbot d'un petit peu n'importe où, petit raccourci clavier. C'est une version préliminaire, par exemple, j'ai pas l'impression qu'il puisse voir quoi que ce soit à l'écran encore. Par contre, la version voix arrive aujourd'hui même pour les abonnés GPT+, officiellement, donc ça y est, l'Europe et les pays, disons, connexes, c'est-à-dire la Suisse, la Norvège, l'Islande, ont accès donc à GPT-4 en mode voix, c'est-à-dire comme aux États-Unis. Alors après, je suppose que tout le monde ne l'aura pas en même temps. C'est facile à voir, si le petit icône casque est devenu une icône onde, c'est bon, vous pouvez profiter du plein potentiel de GPT, qui selon OpenAI est d'ailleurs assez peu biaisé, parce que c'est eux qui le disent, puisqu'ils ont fait une étude sur les biais de ChatGPT. Alors ils reconnaissent même que leur étude n'est pas parfaite, c'est que c'est assez partiel, mais bon, c'est un début. Alors qu'est-ce qu'ils ont voulu faire ? Ils ont voulu voir comment votre prénom allait influencer les productions de leur chatbot. Parce qu'un prénom, ça en dit déjà long, tu vois, déjà, évidemment, ça dit ton sexe, très souvent, et il y a une chance qui donne des indices sur ton ethnicité aussi, et puis même statistiquement parlant sur ton âge. Parce que oui, mon cher Guillaume, plus aucun nouveau-né ou presque ne s'appelle comme nous.
Notre pic de popularité s'étend grosso modo des années 70 à la fin 90, et il y a eu un pic en 84. Donc oui, les Guillaume sont statistiquement autour de la quarantaine, on n'échappe pas à la froide logique des chiffres, que veux-tu, c'est comme ça. J'ai mon fils l'autre jour qui dit mais tu te rends compte, tu t'appelles Guillaume, c'est vraiment un prénom de daron. Eh ben oui. Ça fait tellement C'est mal, tellement vrai. enfoiré. En ce qui concerne ChatGPT, l'idée est simple, hein, si on lui demande une idée de vidéo YouTube pour un Guillaume et qu'il donne 10 bonnes idées pour se simplifier la vie, à essayer tout de suite, bon, on pourra se dire que c'est pas très très original, mais bon, rien de plus. Si on lui demande exactement la même chose, mais pour une certaine Amanda, et qu'il répond 10 idées délicieuses à essayer pour dîner, c'est que c'est un peu biaisé. Pareil, s'il donne encore 10 astuces make-up pour une certaine Eva, oui, parce que les Eva sont plus jeunes. En fait, le pic des Eva, c'est au milieu des années 2000. Donc voilà, vous voyez le genre, quoi. Hein. Le but étant de quantifier combien de fois ça arrive à ChatGPT, ce genre de truc, et la réponse, c'est entre 0,1 et 1% du temps. L'étude a été automatisée, donc il y a une autre instance fine-tunée de ChatGPT qui a jugé les réponses du modèle standard. Dans les scénarios les plus libres, où on demande juste à ChatGPT d'écrire librement du texte, évidemment, c'est là que c'est le pire, quelque part. Hein. Les histoires de fiction, là, il se lâche, quoi, quelque part. Les modèles les plus vieux, comme GPT 3.5, sont aussi beaucoup plus sujets à ce genre de truc, à peu près 1% du temps, alors que c'est plutôt 0,1% du temps pour GPT-4o. C'est une étude qui n'est pas évidente à interpréter, parce que, déjà, c'est pas une étude indépendante, évidemment. Ensuite, 0,1%, c'est peu, a priori. Enfin, il y a 200 millions de personnes qui utilisent le ChatGPT toutes les semaines, donc ça peut faire dans les 200 000 occurrences de biais par semaine, donc. Ce qui n'est pas si peu, finalement. Et c'est uniquement pour les cas analysés par cette étude. Donc c'est aussi très partiel. Alors OpenAI lutte contre ce phénomène, hein, c'est clair, hein, les dernières versions des chatbots, ils sont moins sujettes. Ça vient des données d'entraînement, certainement, mais ça doit aussi sans doute de la phase de fine-tuning, qui force les modèles, à plaire aux utilisateurs humains, quoi. Donc il y a des biais qui sont aussi réduits lors de cette phase, mais fondamentalement, la réponse, le chatbot est récompensé quand il produit ce que les gens veulent entendre. C'est comme ça que ça marche. Il va donc naturellement essayer de devancer leurs attentes et de prévoir ce qui pourrait leur plaire. Ce qui, statistiquement, pourrait aussi entretenir des biais sociétaux. En fait, c'est très très compliqué, c'est un problème très complexe de faire une IA qui soit vraiment neutre. C'est pas un problème facile. Mais à la limite, qu'on se penche sur le problème et qu'on analyse ça, aussitôt dans l'histoire de l'accessibilité des intelligences artificielles génératives, c'est finalement assez chouette, je trouve. Enfin, moi, je vois ça sous l'angle du verre à moitié plein, tu vois. L'histoire rocambolesque sur le plan juridique nous vient des États-Unis, Guillaume, et il y a un problème dans une école avec un étudiant qui a utilisé une IA générative. Ça n'a pas plu à tout le monde. Ouais, alors quand t'es prof, tu vois des champions, hein, régulièrement, ça c'est sûr, mais quand t'es prof, tu sais aussi que les chiens font pas des belettes, et que très souvent, les parents de ces champions sont pires, c'est des super champions. Et c'est pour ça, je pense que les profs de ce lycée du Massachusetts ont été embêtés, mais pas si surpris que ça, quand ils ont été attaqués en justice parce qu'ils avaient puni un gamin pour avoir utilisé ChatGPT pour faire un devoir. Donc ce gamin, désigné dans le dossier comme RNH, est certainement un roi du bahut, un truc comme ça, puisque c'est un élève athlète qui vise une université d'excellence, et qui doit être aussi un sacrifice à papa, puisqu'il a écopé d'une matinée de colle et d'un 0 pour avoir utilisé ChatGPT, GPT-4 pour un devoir de je sais plus quoi, et il aurait brainstormé avec, il a brainstormé, puis il a avoué en fait, il a brainstormé avec, il a copié des parties texte du chatbot dans son devoir avec une telle subtilité que le prof l'a vu immédiatement et il a puni, quoi. Mais selon lui, selon ses parents surtout, il avait le droit, alors que le règlement intérieur dit que non, parce que le règlement intérieur, il dit que l'utilisation non autorisée de la technologie pendant un travail et l'utilisation non autorisée ou l'imitation proche du texte et des pensées d'un autre auteur et le fait de les représenter comme son propre travail sont interdites. Et c'est là que ça devient rigolo, parce que les parents affirment que l'IA, c'est pas du plagiat. Exactement comme OpenAI, en fait. Ils ont le même argumentaire qu'OpenAI. Que faire rédiger une partie de son devoir par ChatGPT, c'est pas tricher. Alors à la petite échelle d'un bahut, on retrouve des arguments et des questionnements qui sont finalement en train d'être débattus en cours, pour OpenAI, mais aussi Microsoft, Google, et aussi dans un autre domaine, mais pour des trucs complètement analogues, pour Suno et Udio, et même pour Stable Diffusion. Bon, perso, évidemment, j'ai mon propre avis aussi. Je pense que ce gamin fait sa feignasse en faisant du copier-coller. Hein, le but, c'est quand même... le but dans un lycée, c'est quand même de faire bosser les réseaux de neurones des élèves et pas ceux des transformers, quoi. mais bon, les subtilités existent. Voilà. Peut-on brainstormer ou non avec un LLM, même si tu fais pas de copier-coller, hein, est-ce que tu peux te faire aider d'un LLM? Pourquoi pas? Quelle est la différence entre se faire aider par un humain, quelque part? Donc il y a pas mal de questions qui se posent quand même, mine de rien, sur cette anecdote, hein, ça reste une anecdote. Et ça montre aussi que les établissements scolaires, pour être tranquilles, ils doivent vraiment être super clairs sur le sujet. Les IA, oui, non, comment, jusqu'où, etc., quoi.
On continue justement toujours sur ce sujet, Guillaume, avec Impact, c'est ça? Oui, l'astroturfing, vous connaissez, hein, je pense, enfin voilà, ouais, c'est le terme, hein, c'est créer de la viralité, du buzz artificiel en manipulant les plateformes. C'est une forme de propagande et c'est assez ancien d'ailleurs, hein, voilà, tu connais probablement le mot. Ah, je connaissais pas le terme. Astroturfing, Non, Astroturfing, non, non. la notion et le mot datent des années 80, hein. C'est un sénateur américain qui dénonçait une campagne de lobbying d'une compagnie d'assurance qui avait organisé l'envoi chez lui de plein de courriers prétendument de citoyens inquiets. Des citoyens qui étaient déjà artificiels, hein, qui donnaient l'impression d'une forte réaction populaire, qui était totalement contrefaite, hein, et parfaitement planifiée d'ailleurs. Donc une campagne d'influence, d'infox avant Internet, hein, avant l'IA et tout le bordel, hein. Par contre, c'est vrai que le terme astroturfing, il a une origine qui est très très lointaine et très peu intuitive pour les francophones, pour nous francophones, puisqu'elle fait référence à une marque de pelouse artificielle qui s'appelle AstroTurf. Turf, gazon, quoi, et donc c'est le gazon de l'espace, AstroTurf, c'est le gazon de l'espace. Alors quel est le rapport entre la propagande et le gazon de l'espace? Ça prend le... Astroturfing, au passage, ça fait un peu faire la fête dans l'espace. Je sais pas pourquoi. Ouais, avec Là, il y a le côté tough. Astroturfing. Alors, astroturfing, ouais. c'est totalement autre chose. Et non, en fait, astroturfing prend le contre-pied d'une autre expression anglaise qui est grassroots. Donc, grassroots, c'est-à-dire la racine de l'herbe, qui qualifie le côté authentique d'un mouvement. Tu vois, t'es vraiment le grassroots, c'est-à-dire t'es vraiment à la base, t'es la racine, c'est authentique, quoi. Et donc, à l'authenticité des racines, on oppose le gazon artificiel d'astroturf. Donc, créer cette artificialité qui imite l'authenticité, c'est faire de l'astroturfing. C'est un mot qui est passé dans le langage courant, même en français, dans une certaine mesure, même si effectivement, c'est pas non plus hyper courant. Mais bon, voilà, oui, j'aime bien l'étymologie et les digressions, hein, c'est mon dada, les digressions, mais bon, bref. L'astroturfing est pratiqué aujourd'hui à très grande échelle, dans toutes les campagnes d'influence, hein, qu'elles soient commerciales ou politiques. Dans un même pays, par des ressortissants d'un même pays, ou par des campagnes de puissance étrangère. Et on a parlé des campagnes d'influence, de comment certaines boîtes offraient de l'astroturfing as a service, hein, avec des centaines de comptes ou de fausses personnes sur les réseaux qui sont prêts à poster tout ce que vous voulez. Et bien sûr, on pense aux bots qui tentent de booster la visibilité d'un produit, sa popularité, etc. D'une manière générale, l'astroturfing, c'est mal. C'est de la manipulation, c'est pas quelque chose qu'on cautionne. Normalement. Mais là, on est dans l'ère de la post-vérité, et apparemment, ça veut dire que pour certains, la fin justifie les moyens. Il y a une boîte, il y a une start-up qui s'appelle Impact, qui n'a pas encore vraiment commencé à faire un vrai produit, hein, mais dont le business fait quand même un peu frémir, puisque c'est de l'astroturfing pour la bonne cause. L'idée, c'est d'avoir une appli pour coordonner, enfin, c'est d'avoir même deux applis. Une pour coordonner des campagnes d'influence et une autre pour les participants, ceux qui ont envie de participer à ces campagnes. Donc on veut contrer des campagnes d'infox par d'autres campagnes de gens qui participent pour en quelque sorte rétablir l'équilibre. Combattre le feu par le feu, le mal par le mal. Et tout ça aidé par des IA, parce qu'on ne va pas demander aux participants d'écrire quoi que ce soit. On demande au LLM des éléments de langage sur un sujet précis qu'on fournit aux gens qui se contentent de poster. Qui postent en masse, hein, sur le sujet, sur Twitter, Instagram ou ce que vous voulez. L'argument du fondateur d'Impact, c'est acter que les réseaux sociaux s'arrangent pas et vont pas s'arranger à l'avenir. Et donc Impact veut agir comme une sorte de porte-voix, mais pour les gens normaux, entre guillemets, pour la majorité silencieuse, qui n'a pas le temps, l'envie ou la possibilité de s'exprimer, et qui peut le faire beaucoup plus facilement via Impact, parce qu'il y a plein de choses qui sont pré-mâchées, en quelque sorte. Alors, est-ce que c'est de l'astroturfing ou pas? C'est des vrais gens, c'est des vrais gens qui sont dirigés et coordonnés par des tiers, qui agissent selon des campagnes coordonnées et qui postent du texte qu'ils n'ont pas écrit. Donc la ligne est très floue, tout ça est très flou, très trouble. Dans la vidéo, on voit, on voit le gars coordonner des réactions d'une vingtaine de supporters, hein, pour Kamala Harris, au nom d'une organisation qui n'existe pas, et qui poste ce que le LLM va rédiger. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Les supporters supportent quoi, finalement? Bon, au nom de qui? Et si, bien entendu, bon voilà, je suis du côté Kamala et pas de Trump, ok, je pourrais dire, c'est pour la bonne cause. Mais on a un autre exemple où les supporters sont orientés sur un tweet de la Cour pénale internationale sur le sujet Israël et Gaza. Et là, comment dire, c'est un sujet qui est clivant et complexe quand même, hein. Donc on peut se dire qu'on agit pour la bonne cause, mais c'est toujours un poil simpliste, et franchement, un truc comme Impact est assez cauchemardesque, parce que ça prône vraiment, enfin, ce que ça prône et ce que ça dit du paysage informationnel et médiatique moderne, c'est absolument catastrophique. Je veux dire, il manquerait plus que Trump soit réélu le mois prochain, et j'aurais plus qu'à aller me faire prescrire un double Prozac on the rocks, et puis voilà, quoi, c'est... Bon, écoute. Ne sois pas trop à anticiper, les choses arriveront bien assez vite comme ça, Guillaume, voyons. Ne te fais pas trop peur. D'autant qu'on va pouvoir quand même se rassurer quand même sur la qualité des interactions qui arrivent sur les réseaux sociaux.
grâce à TikTok, Guillaume, on l'avait promis en intro, hein, dis-nous là, enfin on a tous envie de se faire de l'argent. Moi je veux gagner de l'argent en mangeant des nouilles. Dis-moi, donne-moi le secret. Eh ben, c'est Il très est où simple, c'est Il est où TikTok, c'est voilà, on parle de réseau et d'influence là, voilà, bon. Moi j'ai découvert, suite à un article dans Rest of the World, que TikTok était finalement devenu le réseau de téléachat le plus open du monde. Alors je sais très bien qu'Instagram ou partout, évidemment il y a des influenceurs, même assez modestes, hein, qui sont payés pour vanter tous les produits que tu peux imaginer. On a plein flux, on a vraiment plein flux, et le truc c'est que il faut quand même pas mal de followers en général pour prétendre avoir des coopérations commerciales, dans les 100 000 sur Instagram. Sur TikTok, c'est à partir de 1000 followers, tu peux devenir un Pierre Bellemare 3.0. Et oui, c'est une référence extrêmement vieille et datée. Bellemare est quand même mort en 2018. En même temps, tu t'appelles Guillaume. Ben, voilà, mais bon, pour un Guillaume, c'est normal. Mais bon, voilà, qu'est-ce que tu veux? Bellemare, c'est celui qui a introduit le téléachat en France, hein, c'était dans les années 80, sur le modèle américain d'ailleurs. Et bon, aussi vieux et ringard que ça puisse paraître, finalement, les influenceurs modernes font pas autre chose que ce genre de truc du téléachat sur les plateformes d'aujourd'hui, avec la forme d'aujourd'hui, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde peut ou presque le faire. Et c'est avec TikTok, c'est hyper démocratisé. Il y a une explosion de vendeurs voilà, que les gens choisissent de suivre parce qu'ils leur ressemblent. L'aspect amateur et fait maison, c'est un atout. On s'identifie, on a ses niches, ses types de produits préférés. Et donc presque tout le monde peut demander des produits à des marques partenaires de TikTok, en faire la promotion, et tu peux gagner 10 à 30% de commission sur tout achat à la suite de ta vidéo. Qui est fait à la suite du visionnage de ta vidéo. Alors c'est impressionnant la granularité qu'a atteint TikTok sur le shopping social. Il y a l'exemple d'une mère de famille de 47 ans qui a 3300 followers et qui a gagné 138$ pour manger des nouilles. C'est déjà ça. Hein. Finalement, ça met du beurre dans les épinards. Et si tu as plus de followers, et dans ou les que nouilles. tu vends mieux ta cam, non, merde, du beurre dans des nouilles, ça dépend des nouilles. Hein. Ça peut monter jusqu'à 8000$. Et ça peut devenir même une carrière, finalement. Pas une super carrière, tu vas pas devenir forcément millionnaire, mais tu peux, limite, voilà, si tu es suffisamment populaire, à ton échelle, tu peux même payer un petit loyer. Ça dépanne, quoi, ou ça remplace un job que tu trouves pas. TikTok, c'est un petit peu à l'opposé d'Instagram, finalement, et de son obsession du glamour, quoi. Hein. C'est plus brut, beaucoup moins pro, et ça marche bien. Ça marche très bien en Chine, déjà, et ça marche aussi très bien aux États-Unis. Ça marche même de mieux en mieux. TikTok est vraiment sur une pente ascendante question shopping. Du coup, on comprend d'autant mieux pourquoi il se bat comme un lion pour essayer de rester, hein, et voilà, la perspective de devoir dégager du marché américain ou de devoir se vendre évidemment à un Américain, le chagrine terriblement, et on comprend pourquoi. Il y a des grands enjeux hein, pour les réseaux sociaux, ça c'est clair. Et pour le coup, il y a aussi d'autres réseaux sociaux qui ne peuvent pas revendiquer la même possibilité, la même portée. Cette granularité que tu décris dans TikTok, on la retrouve pas partout ailleurs. En tout cas, on la retrouve pas sur X. Il faut qu'on parle un peu d'Elon Musk, Guillaume. Réseaux sociaux toujours, avec X qui pour une fois peut se satisfaire de sa situation financière catastrophique, puisqu'X a perdu pratiquement tous ses annonceurs, hein, la valeur de la boîte a fondu depuis la reprise par Elon, si bien que X est finalement jugé trop petit pour être considéré comme un gatekeeper, une plateforme incontournable, hein, et si grosse qu'elle peut influencer trop significativement le secteur. Donc X concrètement ne fait plus le poids. En termes d'utilisateurs, il est en Europe beaucoup plus petit que Facebook ou Instagram, ou même que LinkedIn. Et donc l'Union européenne reconnaît que d'après les chiffres dont elle dispose, X a un faible nombre d'utilisateurs et d'engagements et qu'il n'est pas une plateforme importante pour le business, et qu'il est donc trop faible pour influencer aussi le marché de la pub en ligne, et donc ils vont le laisser peinard quelque part. Un jugement qui est à la fois humiliant, mais bien pratique, puisqu'il évite à X d'être soumis aux mêmes exigences, hein, qu'un Meta par exemple. Donc il aura moins d'obligations, moins de contraintes, et finalement c'est tout bénef. Même si ça veut aussi dire que X est dans la sauce, hein, quand même. Faut pas oublier qu'Elon avait annoncé que X allait devenir une super app, et que voilà, dès fin 2024, ça aurait pu devenir une espèce de banque universelle, et que tout le monde allait s'échanger, voilà, utiliser ses services financiers, s'échanger du pognon sur X, ce qui n'est pas vraiment le cas, hein, c'est possible, mais enfin, bon, on peut pas considérer que tout le monde utilise ça. Clairement, ce qui compte là tout de suite, c'est un peu moins la super app, et c'est un peu plus de récupérer le pognon de la pub. Et inexplicablement... C'est viable. Oui, voilà, par exemple. Et inexplicablement, Unilever va revenir. Unilever qui était, parmi d'autres, hein, attaqué en justice par Elon Musk, pour des raisons à première vue assez farfelues, on avait un peu discuté. Je suppose que du coup Unilever n'est plus inquiété par l'action en justice d'Elon Musk. Je suis très surpris qu'il revienne maintenant après le comportement d'Elon et ses prises de position politiques qui sont quand même non équivoques. De tout cas, Linda Yaccarino semble vraiment très douée. Si Unilever revient, voilà, c'est vraiment une bonne pioche pour X. Bon, voilà, en tout cas, si les annonceurs reviennent en masse, il pourrait redevenir un gatekeeper pour le coup, mais pour l'instant, c'est peinard.
Et on termine avec les autorités qui continuent à être un peu dans le brouillard, notamment concernant les autonomies, la conduite autonome des voitures, le FSD, le Full Self-Driving. Encore un truc connexe à Elon, et encore une enquête sur Tesla lancée par la NHTSA. Donc la NHTSA, c'est la National Highway Traffic Safety Administration. Bon, c'est la police de la sécurité routière, quoi. Et puis elle s'intéresse à Tesla parce que elle a désormais 4 rapports d'accidents graves de Tesla en mode automatique, dont un mortel. Alors, c'est pas la première enquête que la NH machin, elle fait auprès de Tesla, c'est la 14e quand même. Hein. Celle-ci est intéressante parce qu'elle concerne donc spécifiquement le FSD, voilà, le Full Self-Driving, comme ils disent, donc le pilote automatique, qui n'est pas vraiment un pilote automatique, mais quand même. En particulier, le crash en question a eu lieu dans des conditions de visibilité réduites, avec du brouillard, le soleil derrière le brouillard qui éblouit les capteurs et de la poussière en suspension. La sécurité routière se demande à quel point, du coup, le FSD est capable de gérer ce genre de conditions météo, et à quel point ces limitations sont connues de Tesla aussi bien que des clients. Alors, c'est une question qui devient quand même particulièrement intéressante après l'événement WeRobot, où Tesla nous a montré son futur robot taxi, qui manifestement utilise le même set de capteurs que les voitures standards, puisqu'il a bien été mentionné que le système de pilotage auto qui équipera le taxi sera d'abord déployé sur les voitures standards des clients, donc compatibles. Donc c'est-à-dire qu'il utilise tout le monde, voilà, tout le monde va utiliser le même système, quoi. Hein. Et donc, ils vont utiliser le set de capteurs standard, donc il n'y a que des caméras, il n'y a pas de lidar. Or, les lidars, c'est cher. Enfin, il y a une raison, parce que ça voit loin, ça voit bien mieux dans des conditions difficiles que les caméras, fussent-elles à grand angle. Donc, si la NHTSA estime que le système de Tesla, uniquement avec des caméras, est trop faible et dangereux en tant qu'assistant à la conduite de niveau 2, à cause des capteurs, comment veux-tu justifier un éventuel niveau 4 avec les mêmes ? Sans côté que ça pourrait aussi impliquer que le FSD n'est pas suffisamment sûr de base et doit être rappelé, ce qui serait catastrophique pour Tesla. Bon, on n'en est pas là, mais il reste encore à prouver que le choix, très ancien maintenant, de se passer complètement de lidar, alors que toute la concurrence en utilise, que ce choix était le bon. Avec un futur taxi, on va pas pouvoir rester dans le brouillard très longtemps, nous. Merci Guillaume, on conclut cet épisode avec quelques mentions de sujets jeux vidéo, vous en retrouverez d'autres dans le supplément de Tech Café, l'épisode qui paraîtra en fin de semaine. Mais là, on doit quand même toucher quelques mots de ce coup de cœur, Guillaume, ou ce questionnement que tu as. Tu vas nous dire comment tu vois la chose. Et il s'agit d'une Nintendo 64 plus récente, c'est ça, mais à haute qualité, mais compatible avec les cartouches de l'époque. Oui, en parlant de brouillard cache-misère, je ne sais pas si vous êtes amateur de consoles rétro, mais c'est vrai que c'est un loisir qui n'est pas forcément si cher que ça, mais qui demande un peu de temps et de place, parce que oui, je suis un puriste qui considère qu'une vieille console doit aller avec une vieille télé. C'est comme ça que ça a été prévu, voilà. Le rendu brut des pixels sur un écran moderne, il est dégueulasse, et surtout, il n'est pas conforme à ce que les artistes avaient en tête, et même voyaient sur leurs propres écrans à l'époque. Bon, voilà comment je justifie d'avoir un écran de 18 kg dans mon bureau. Tout ça pour essayer de jouer à des jeux qui, un coup sur deux, sont trop encrassés pour démarrer dans ma console. Bon, j'exagère. Mais il y a une autre manière beaucoup plus simple de jouer à du rétro. C'est ces fameuses rééditions modernes de vieilles consoles qui ont c'est la spécialité d'Analog, ça. Et ils font pas de l'émulation. Non, monsieur. Ils recréent en hardware le matériel d'époque avec des FPGA. Et FPGA, c'est des puces c'est des puces modernes, qui sont complètement reconfigurables à la porte logique près, et qui sont donc capables de simuler n'importe circuit à la porte logique au circuit près, enfin au cycle près. Et alors, Analog avait déjà fait la Duo, qui simule la famille PC Engine, la SG pour la Mega Drive et la NT pour la Super Nintendo. Mais là, Analog passe à la 3D avec la Nintendo 64 qui est aussi simulée au niveau matériel en FPGA. Et c'est pas facile. La Nintendo 64, c'est une machine qui est relativement complexe quand même, enfin, par rapport à une Mega Drive en tout cas. Et donc l'Analog 3D accepte effectivement toutes les cartouches Nintendo 64. Alors quel intérêt d'avoir ça plutôt qu'une vraie console qui coûte pas très cher, finalement une Nintendo 64 c'est pas très cher. Parce que l'Analog 3D est compatible avec les télés modernes, elle sort de la 4K et elle possède des filtres intégrés qui reproduisent plutôt bien le look cathodique, et ça sans se prendre la tête. Pas mal. Et vous avez le support des manettes sans fil, la possibilité de sauver l'état des jeux, comme dans des émulateurs, ce qui peut être quand même vraiment pratique. C'est 250 balles, donc c'est probablement plus cher qu'un couple Nintendo 64 d'occasion plus TV cathodique sur le bon coin, mais c'est aussi un poil plus pratique, je le reconnais, parce que bon, quand même. Donc émulation ou simulation ou hardware original, alors voilà, vous êtes dans quel camp finalement, parce qu'il y a tous les camps possibles, est-ce que c'est... Qu'est-ce qui est le mieux pour la préservation aussi finalement ? Parce que l'émulation, elle est difficilement parfaite, en particulier sur Nintendo 64, d'ailleurs, que c'est pas évident. Le matos d'origine finira en panne un jour ou l'autre. La simulation FPGA comme ça demande les jus d'origine, qui pourraient d'ailleurs eux-mêmes finir par s'abîmer et devenir injouables.
Donc c'est un sujet compliqué, hein, voilà. Au moins la Nintendo 64 vient de se réincarner en quelque sorte. Et vous pouvez profiter de son brouillard dégueulasse sur votre télé d'1,20 m, voilà, sans voir où vous prend la tête, ça c'est le principal. Sachant que la console analogue la plus intéressante peut-être, c'est l'Analog Pocket, qui est compatible avec Game Boy, Lynx, Neo Geo Pocket, et qui a un écran absolument Mais oui. incroyable. Console que malheureusement vous ne trouverez plus à 219 $, hein, ou 200 ou même 300 €. C'est plutôt 350-400 € maintenant d'occasion. Ah bon? Il me semblait qu'elle était encore dispo, là. La Pocket? Là, tu parles de la Pocket, ouais. La Pocket, alors en blanc, il me semble qu'elle est plus dispo, mais la noire, par contre, est toujours dispo à alors, bon, enfin, en tout cas sur le site américain. Après, je sais pas si à 219 $. Bah, Je viens de te faire une idée de cadeau de Noël au pied du sapin, Guillaume. Et c'est quoi les coups de cœur que tu aurais en jeu sur la 64, enfin sur la grosse console? Alors moi, sur Nintendo 64, si tu veux, j'ai pas énormément d'affect, hein. C'est une console que j'ai pas eue et qui a, je trouve, un rendu qui est très particulier, que j'aime pas particulièrement. Même Nintendo 64, Mario 64 a pris extrêmement cher quand même. Oui, je trouve aussi, ouais. Je trouve que enfin, j'en ai une, hein, et je rejoue pas grand-chose. Okay. Le seul jeu auquel je rejoue un peu, c'est F-Zero X, pour être tout à fait honnête. Okay. Voilà, c'est le reste, honnêtement. C'est vrai qu'il est bien. Pas fan de la Nintendo 64, j'avoue. Ça fait cher la praticité pour jouer à F-Zero X. Par contre, l'Analog Pocket, je te sens curieux. Ouais, la Pocket, elle est vraiment pas mal, effectivement. Et bon, comme j'ai une télé de 18 kilos, effectivement, ce que je pourrais faire, moi, c'est me mater Alien Romulus en VHS. Parce que figure-toi, mais oui, c'est vrai, c'est l'inverse de la news d'avant en fait. C'est ça, c'est exactement ça. C'est frappé. Donc Alien Romulus, c'est le film qui qui est sorti il y a pas longtemps au cinéma, quoi, un film complètement récent de cette année. Alors que j'ai pas encore vu, mais que je vais essayer de voir et que je pourrais éventuellement essayer de voir en VHS, puisqu'ils vont en faire une version en cassette, voilà, VHS en 4/3, tout ça pleinement fonctionnel, hein. Donc il faudra trouver un magnétoscope pleinement fonctionnel aussi, hein, ce qui n'est pas si évident que ça, finalement. Mais je sais pas si tu as vu Romulus, je sais pas si tu as encore une magnétoscope, mais en tout cas, une VHS neuve va sortir. J'aurais jamais cru revoir ça. Alors, j'ai bien aimé le film, de là à le voir en VHS, je sais pas si j'en aurais vraiment très, 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 très envie. C'est rigolo hein, de voir l'inverse finalement de la news. D'un côté, les consoles qui gagnent en qualité pour du rétro gaming, et à l'inverse, des films récents qui perdent en qualité pour être en VHS. Je sais même pas s'il y a un aspect collection. Alors autant le vinyle nous a surpris hein, sur le plan de la musique, on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans Tech Café. Le retour du vinyle nous a bluffé. Je ne mise pas beaucoup, Guillaume, sur le retour de la VHS. Tu vas voir que ça va me contredire dans quelques semaines. Allez, au passage, on avait relayé les infos concernant les décisions juridiques entre Epic et Google. Guillaume, il y a du nouveau là-dessus. Ouais, même parfois les news m'énervent. Voilà, c'est gonflant, c'est tout. Une semaine, tu dis un truc important et 2 jours plus tard, t'as un juge qui change d'avis et tu passes pour un abruti. Voilà, la semaine dernière, je disais que suite à la décision du juge dans l'affaire Epic contre Google, il allait être obligé d'ouvrir son magasin et que les devs pourraient utiliser les systèmes de paiement qu'ils veulent et que ce sera la fête du slip pour Microsoft, qui allait s'empresser de permettre l'achat de jeux sur Android. Eh ben tout ça c'est faux, voilà, c'est faux, parce que le 17 octobre, figurez-vous que Google a fait son ouin et qu'il a eu gain de cause. Voilà, la décision du juge et les demandes d'Epic seraient trop précipitées, ça serait dangereux. Google a fait une demande en urgence et le juge Donato, il a mis la demande en pause, sa demande à lui en pause. En pause, non mais sérieux, et moi j'ai l'air de quoi? Il s'en préoccupe un mignon de ma crédibilité, le juge Donato, là? Ben non, clairement, il s'en soit sur ma dignité, il s'en fout le gars, voilà, c'est un scandale. Non, parce que c'est pas juste mis en pause en vrai. Normalement, c'est juste une mise en pause qui pourrait durer que quelques jours ou quelques semaines. Mais en vrai, Google, il a fait appel. Il a fait appel à la cour du 9e circuit, je sais pas où ils vont chercher tous ces noms. Et cette cour du 9e circuit, elle va certainement suspendre la décision. Elle va certainement prolonger cette suspension plutôt. Ouais. Donc suspendre la décision du juge d'avant, parce que le temps de l'appel, tu vois. Mais l'appel, il va durer des années. Le jugement sera peut-être renversé au terme de cet appel. Et puis s'il n'est pas renversé, il y aura peut-être un autre appel à la Cour suprême. Et moi, pendant ce temps, voilà, ma réputation sera ternie pour avoir colporté une fake news. Bon, seul élément qui reste valide et qui entre en action le 1er novembre, hein, Google ne peut plus faire de deal avec les constructeurs pour les forcer à bloquer la préinstallation de magasins d'applications concurrents. Mais bon, pour les jeux Xbox sur Android, moi je pense que c'est mort. Hein. Tim Sweeney sera peut-être à la retraite quand on verra les aboutissements de ces sujets-là. On verra à suivre. Et puis on termine avec... alors je sais qu'il y a une partie de la communauté des personnes qui sont vraiment très fans de gaming qui nous en veulent parfois quand on relaie ce type de choses. Bah écoutez, vous pouvez arrêter l'écoute de l'épisode à ce stade, on vous en voudra pas, on vous retrouvera dans l'épisode
dans quelques jours. Mais oui, il y a une fuite assez importante chez Game Freak, Guillaume. Oui, alors Game Freak était victime d'une grosse fuite de données comme Rockstar en son temps, c'est vrai. Alors perso, vous inquiétez pas, je m'en bats les reins complètement, hein, mais bon, ça fait pas mal de gros titres et ça a sorti des histoires un peu rigolotes. Parce que bon, oui, il y a des designs de Pokémon utilisés, il y a des noms de codes d'épisodes et de consoles, il y a même du code source apparemment des Pokémon DS, mais les plus marrants quand même, c'est les tentatives de scénario du zoophile de l'équipe. J'exagère pas du tout, hein. Sur Reddit, on peut lire des histoires où des Pokémon pourraient avoir des enfants avec des humains. Ces histoires en fuite proviendraient de scénarios abandonnés et on se demande pas trop pourquoi ils ont été abandonnés. Par exemple, il y a celui où une petite fille se perd dans la montagne, elle rencontre un gars chelou qui l'amène dans sa caverne et qui finit par avoir un gosse avec. Déjà, c'est... Bon. Mais en plus, le gars sera en fait un Pokémon, sous forme humaine, un Typhlosion, pour être précis. Et ce Typhlosion finira tué par le père de la fille, qui s'échappe dans la forêt. Hein. Elle va s'échapper, donc la fille, avec son orphelin d'hybride humain-Pokémon. Et puis ils vont finir tous les deux sous forme Pokémon, à un moment donné. Voilà. Bon, c'est joli scénario, j'aurais bien aimé voir ça. Il y a un autre scénario où des hybrides humains-Pokémon se mettent sur la gueule et finissent par s'entretuer. Et dire que Nintendo gueule sur Palworld parce que ça dénature la licence, je me marre. Franchement, j'aurais bien aimé voir ces histoires, hein, surtout le mec qui est né d'un Pokémon Poulpe, d'un Octillery. Et j'aimerais voir la version live-action Netflix aussi de ce genre de truc, c'est comme One Piece. Ça pourrait être pas mal. Il y a un potentiel quand même. Il y a un potentiel de mème et de viralité, ça c'est clair. Ce serait pas le même Poulpe que celui de la couverture de cet épisode. Bien entendu, quoique, peut-être pas si éloigné que ça. Merci beaucoup Guillaume pour la préparation de cet épisode hebdo de Tech Café. On a passé, nous en tout cas, un très bon moment. J'espère aussi que vous, de votre côté, vous avez passé un bon moment en écoutant les infos de la semaine et puis des petits moments qui vous contribuent à vous divertir. Si jamais c'est le cas et que vous ne soutenez pas encore Tech Café sur Patreon, rendez-vous là dès maintenant, avant la fin de l'épisode. C'est un défi sur patreon.com/techcafé. Il vous suffit de lancer votre navigateur et d'aller soit vous inscrire, soit vous connecter à un compte Patreon que vous auriez déjà pour soutenir Tech Café. On vous en sera évidemment très très reconnaissant. On vous citera dans les prochains épisodes. Il y aura sans doute une refonte dans quelques temps de Patreon. Profitez-en là pour vous inscrire maintenant. Vous serez informé en avant-première, avant tous les autres, des évolutions possibles. Vous pourrez même peut-être choisir certains aspects et certaines composantes du financement participatif. Donc vraiment, et toutes les raisons pour y aller maintenant. Et puis, bien entendu, on continue à suivre vos retours et vos interactions sur le serveur Discord de Tech Café, techcafé.fr/Discord, et dans les commentaires techcafé.fr. Guillaume, on peut également te retrouver à Tritre. Tu te rends compte? À Tritre, c'est une belle ville, Tritre. Est-ce qu'on peut te retrouver à Tritre, Guillaume? Eh ben, non, mais je sais ce que tu penses. Hein. Tu penses qu'on pourrait me retrouver en train de manger des nouilles par TikTok pour arrondir mes fins de mois? Ah! Eh ben voilà, ouais, je le savais. Mais non, je suis trop timide pour ça. Je suis trop timide pour ça. Remarque, si Analogue si Analogue me contacte pour tester des consoles gratos, ça c'est... Je pourrais... S'ils disent, ouais. S'ils disent on t'en offre une si tu le stream, t'es pas obligé de montrer ton visage. Tu fais quoi? Mais peut-être je pourrais le streamer, ou alors je pourrais effectivement... je fais comme Yoko Taro, c'est Yoko Taro, non, qui met une espèce de gros masque en forme de boule sur sa tête à chaque fois qu'il est... Ah, je connais pas. Le mec qui fait Nier Automata, je confonds peut-être, je sais plus. Ah, j'ai pas. Non, j'ai pas du coup. Je crois que c'est pas Yoko Taro. Je pourrais pas t'aider. On laissera vérifier. les auditeurs te corriger. Merci beaucoup, je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez alors sur les réseaux sociaux, mais alors sur X avec les évolutions des blocages là, par Elon Musk, etc. Ça gagne encore en toxicité. J'ai l'impression quand même que Blue Sky sort un petit peu du lot et devient l'environnement qui ressemble plus à un idéal de ce qu'aurait pu être Twitter si ça n'avait pas été massacré. Donc vous me retrouverez évidemment sur Blue Sky. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.